Voilà, ça c'est pour la définition d'un content provider. Maintenant, on va attaquer les services. Alors, ce que je vous disais sur les services, c'est un processus qui tourne dans la même thread que votre application. Donc, dans la thread principale de votre application. Et de fait, c'est là aussi que va tourner votre IHM. Donc, ça veut dire que si dans un service, vous lancez un traitement, votre IHM va friser, geler. Ce qui veut dire que si vous faites un traitement dans votre service, il faut, comme utiliser les handlers ou les async tasks. Et puis, donc, du coup, il y a un cycle de vie sur les services, donc il y a pareil, la même problématique de liaison du cycle de vie des services avec le cycle de vie de vos threads. Un service, ça a deux modes. Ça a le mode started. Là, il y a quelqu'un qui est là et qui fait start service. Bon, le service est lancé. Le mec qui a dit start service, il peut dire ou pas stop service. Ça, c'est pas clair. Il peut le faire. Vous pouvez pas, c'est pas obligé quoi qu'il le fasse. Et donc ça lance le service et le service va vivre sa vie de manière tout autonome sans connaître le composant qu'il a lancé. La deuxième façon de lancer un service, c'est en mode bond ou bind. C'est en liaison. Vous lancez un service, mais vous dites ouais, je veux être lié avec lui de manière à communiquer avec lui, un peu comme sur un mode client-serveur où on serait tous les deux clients et tous les deux serveurs. Enfin, une liaison bidirectionnelle de communication. Et ça, c'est le deuxième type, mode de lancement d'un service. Alors un service, pareil, ça se déclare dans votre manifeste. L'icône, c'est l'icône du service. Le label, c'est le nom affiché. Son nom, c'est la classe qu'il implémente. Et les permissions, c'est ce qu'on en a parlé tout à l'heure. Et donc, en bas, en gros, en rouge, c'est ce que je disais. Si vous faites du traitement dans vos services, ne le faites pas dans vos services. Faites une thread qui soit une thread de traitement. Alors le cycle de vie d'un service, du coup, vu qu'il y a deux modes, il y a deux cycles de vie. Alors les méthodes communes, c'est onCreate et onDestroy, ce qui est rassurant. Donc ça veut dire qu'on va passer dans ces deux méthodes, quelle que soit la façon dont votre service est appelé. Donc c'est dans ces méthodes-là, dans le onCreate, donc c'est là où vous allez mettre en place vos threads, allouer vos ressources, instancier l'ensemble des objets dont vous aurez besoin au sein de votre service. Et dans la méthode onDestroy, c'est là où vous allez détruire tous ces objets et faire en sorte qu'ils puissent être garbage collectés. Vous allez fermer vos accès, vous allez fermer vos fichiers, vous allez faire le ménage. Après, il y a deux types. Le schéma de gauche, là, de gauche, c'est quand vous êtes appelé en mode onStart. Donc on voit bien que quelqu'un a fait un onStart sur le service et que le service a démarré en utilisant la méthode onStart commande. Donc là, vous commencez votre traitement. Et le deuxième, celui de droite, c'est quand quelqu'un vous a lancé le service en disant « je veux être lié à lui ». Donc là, c'est la méthode onBind qui est appelée. Et quand ce quelqu'un il dit « je ne veux plus être lié à lui », ce sera la méthode onUnbind qui sera appelée. Alors, un onDestroy est appelé quand soit tous les composants qui étaient liés au service sont déliés du service, soit quand quelqu'un a appelé stop service pour arrêter le service, soit quand le service s'est suicidé et qu'il a fait stop self. Voilà. C'est les trois manières d'arriver à la méthode onDestroy. Ce qui veut dire quand même ça peut amener des subtilités dans vos services pour savoir si vous acceptez ou pas de passer en onDestroy. En fonction de si vous êtes bind et qu'il y a quelqu'un qui a fait un stop service, vous dites oh t'es fou toi. Enfin voilà. Donc je vais vous montrer un exemple de service où on va être en mode bind entre un service et une activité. Alors, donc pour mettre en place un bind avec un service quand on est au sein d'une activité, il va falloir mettre en place plusieurs choses. Donc un service, le service avec qui vous allez vouloir communiquer. Un objet qui est un service connexion qui va vous aider à établir la connexion entre le service et vous. Un broadcast receiver pour écouter ce que va vous dire le service, parce que sinon vous allez être incapable de l'entendre. Vous allez faire appel à la méthode bindService. En création, vous allez vous lier à votre service. Lors de la destruction de votre activité, vous allez vous délier du service, donc vous allez appeler unbindService. Quand vous êtes dans la méthode onResume, c'est-à-dire que vous allez être actif en tant qu'activité, vous allez vouloir écouter le service, donc là vous allez faire appel à register receiver, donc c'est-à-dire je suis en train d'écouter quoi. Et quand vous passez en onPause, vous ne pouvez plus écouter, donc vous êtes en unregister receiver. Voilà.
Ouais. Et donc, je vais vous expliquer un peu comment ça marche. Donc, tout d'abord, on va s'intéresser à la connexion. Donc, à la connexion, en fait, donc j'ai agrandi des morceaux de code pour qu'on les voit bien. Mais sinon, c'est les mêmes classes. Je n'ai pas réussi à faire le comme ça là. Et donc, à la connexion, dans la méthode onCreate de l'activité, on va faire appel à la méthode bindService, new intent, parce que tout se passe par intent, hein, les communications. Diz, c'est parce que je suis dans le contexte de mon activité. MyService.class, c'est parce que je veux spécifiquement que cette intent soit attrapée par la classe MyService. OnService, donc je lui place l'objet service connexion, onService, et je dis, je voudrais que la liaison soit automatique. Ça, cette méthode, donc cet intent, il va être envoyé dans le système, tout ça, et en fait, il va arriver, il va être attrapé dans votre service par la méthode onBind. La méthode onBind, elle fait return binder. Votre binder, vous l'avez défini juste au-dessus. Donc return binder, en fait, par un système de callback, ça va appeler la méthode onServiceConnected du onService que vous avez passé en paramètre ici. Le monde est bien fait quand même. Dans votre méthode onServiceConnected, vous voulez faire quoi? Vous voulez instancier votre service. Donc là, vous avez app service, et puis entre parenthèses, vous avez casté la méthode getService en le service que vous voulez récupérer. Pourquoi? Parce que dans votre local binder que vous avez instancié dans votre service, en fait, la méthode getService, elle va renvoyer quoi? Elle va renvoyer l'instance de votre service. Je vous laisse assimiler. C'est super joli hein, comme pattern. Bon, c'est bon. Et du coup, app service sera le service que vous voulez utiliser. Et initialement, il est à nul. Et maintenant, vous avez vraiment un pointeur vers votre service en utilisant cette méthode de binder et de callback avec le service connection. Et ça, c'est joli. Une fois que vous avez ça, vous êtes connecté à votre service. C'est super. La deuxième chose maintenant, c'est qu'il va falloir communiquer avec lui. Donc, typiquement, votre service, il va effectuer une tâche de traitement en background. On va utiliser un async task en se disant que c'est séquentiel, mais on aurait pu prendre un handler, c'était tout pareil. Donc, grosso modo, vous allez définir dans votre activité un broadcast receiver. Ça sert à quoi un broadcast receiver? C'est le mec qui écoute, c'est les oreilles de votre activité. Et vous allez dire que ce broadcast receiver, il va écouter spécifiquement. Donc vous allez vous enregistrer en tant qu'oreille, en passant les oreilles qui sont votre receiver, et vous allez dire que vous écoutez spécifiquement les intents qui ont pour nom la constante qui est définie là-haut dans MyService, donc le nom c'est myService.myServiceIntent. Et ça c'est un nom. Donc vous êtes en train de dire que vous enregistrez en tant qu'oreille pour écouter spécifiquement les intents qui ont le nom que vous avez spécifié là-haut, qui est le vôtre. Voilà. Et derrière, du côté service, vous allez définir un intent, c'est celui que vous allez envoyer. Et cet intent, son nom, étonnamment, c'est le même, myServiceIntent. OK ? Maintenant, quand vous avez lancé votre tâche de traitement en tâche de fond, elle va effectuer plein de traitements. Et à un moment, elle va dire send broadcast, ça veut dire j'envoie l'intent. Vous allez pouvoir rajouter des données sur votre intent, tout ça. Hein. C'est comme les exemples du tout début. Et quand vous faites un send broadcast, vous n'avez pas besoin de passer par la connexion entre le service et votre activité. Non, vous avez déjà déclaré des oreilles sur votre activité. Vous envoyez votre intent dans le vaste monde du système d'exploitation. Le système d'exploitation le regarde et il dit « Ah, mais je sais qui c'est qui l'écoute. C'est votre receiver que vous avez défini plus haut. » Et donc, ça appelle directement la méthode onReceive. Et là, vous allez pouvoir récupérer votre intent, les données qu'il porte et savoir ce que veut votre service. Une fois que vous avez fait ça, il ne vous reste plus qu'à faire le ménage dans vos méthodes du cycle de vie de votre activité. Donc dans onDestroy, vous vous déliez du service, et dans onPause, vous vous désenregistrez en tant qu'écouteur. Et dans onResume, vous vous réenregistrez en tant qu'écouteur.
Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'abord, on a mis 2 blocs de connexion. Sur l'activité, on a utilisé l'objet service connexion, et sur le service, on a utilisé le local binder et la méthode onBind. Puis après, vous avez mis en place la communication au travers d'intent. Donc, dans l'activité, vous avez utilisé un broadcast receiver qui vous a servi d'oreille. Et dans la partie service, vous avez déclaré un intent. Et dans la thread de traitement, vous avez envoyé cet intent dans le système de manière à communiquer avec votre activité. Et après, vous avez juste fait du nettoyage, c'est-à-dire lier le cycle de vie de votre activité avec ce que vous faites, c'est-à-dire vous enregistrez ou pas, et vous détruisez ou pas, enfin, vous déliez ou pas, ou vous désécoutez ou pas. Maintenant, on va parler des fichiers, parce qu'en fait, dans la persistance des données, j'ai juste commencé par la base de données, puis les content providers, et là, on va pouvoir s'intéresser aux fichiers. Donc les fichiers, vous avez les premiers fichiers dont on s'intéresse, c'est les fichiers qu'on déploie, c'est au même titre qu'une image ou un fichier XML de ressources. Parfois, on a besoin de définir des fichiers et de les lire en temps réel dans l'application. Donc pour ça, vous pouvez les mettre dans le dossier res, donc votre dossier de ressources. Vous créez un dossier raw, et dans ce dossier raw, vous mettrez vos fichiers de ressources qui soient texte ou pas en fait. De toute façon, c'est un fichier et l'objectif c'est de le lire. Vous n'allez pas pouvoir écrire dessus parce que c'est un fichier déployé. Donc il faut les penser comme statiques et c'est des fichiers statiques que vous allez vouloir interpréter en lecture. Donc ce qui est intéressant là-dedans, le reste, j'imagine que vous avez fait du Java, donc vous savez récupérer un input stream pour faire de la lecture ligne à ligne. Voilà. Mais ce qui est intéressant là-bas, c'est comment je récupère cet input stream. En fait, cet input stream, c'est comme une ressource comme une autre. C'est une ressource comme une autre. Donc je vais faire get ressource pour avoir l'objet ressource qui gère mes ressources de mon application. Et derrière, je vais lui dire open raw ressource. Et je vais lui passer le chemin de ma ressource. Donc R pour ressource, point .raw parce que c'est une ressource de type raw, brut, quoi. Et derrière, je donne le nom de mon fichier qui est internal file. Et puis après, je prends mon input stream. S'il est non nul et que je sais que c'est du texte, je peux en faire ce que je veux. Là, je le lis dans l'exemple. Un deuxième type de fichier, c'est les fichiers générés. C'est-à-dire vous êtes dans votre application et puis vous avez envie de générer des fichiers. Ça, c'est possible aussi. Ça, c'est bien. Par contre, nous, on est habitué à générer des fichiers en chemin, avec des chemins souvent. Alors que là, non. En fait, votre fichier, il n'aura qu'un nom. Le chemin et où est-ce que se place votre fichier, c'est géré par le système. En fait, le système, il a un ensemble de dossiers qui sont associés à votre application et il ira les mettre lui-même dans ces dossiers-là. Et il gérera les droits d'accès dessus. Comme c'est un Linux, les droits d'accès, c'est assez bétonné derrière. Donc du coup, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur la gestion des droits sur vos fichiers. Vous êtes serein. Par contre, vous n'allez jamais appeler un fichier par son chemin. Vous allez toujours appeler un fichier par son petit nom. Et uniquement son petit nom. Donc, comme d'habitude, quand vous utilisez un fichier, vous le fermez quand vous avez fini son utilisation. Donc, si vous êtes dans une activité, il ne faut pas oublier que dans la méthode onPause ou onDestroy, au moins, vous fermez tout le monde, quoi, de manière à être sûr qu'il n'y ait pas eu de problème. Après, sur la gestion des fichiers, il y a 2 méthodes qui sont assez sympathiques et qui vont vous permettre de manipuler les fichiers de votre application. La première, c'est FileList qui va vous renvoyer l'annonce des fichiers de votre application. Et la deuxième, c'est DeleteFile qui vous permet d'effacer un fichier. Donc ça, c'est quand même vous avez tout ce que... après, je vous explique comment les créer, mais donc du coup, on peut créer, lister, détruire. Super. On a tout ce qu'il faut. Maintenant, un fichier, vous pouvez y accéder soit en mode lecture, soit en mode écriture. C'est-à-dire vous ne pouvez pas être les deux. Vous ne pouvez pas lire et écrire. Vous choisissez en fonction de la façon dont vous avez ouvert votre fichier. Après, quand vous ouvrez un fichier pour la première fois, vous lui définissez ses droits. Donc la première fois que vous allez créer votre fichier, vous allez mettre Open File, et derrière vous allez mettre mode privé, mode private, si c'est le vôtre,
si vous voulez que personne d'autre le lise. Mode World Readable, si vous voulez que l'ensemble de gens puissent accéder à votre fichier en lecture. Et mode Writable, World Writable, si vous voulez que les gens puissent accéder en écriture à votre fichier. Ça, c'est à la création. Quand vous avez créé votre fichier et que vous allez écrire dessus, vous avez deux choix d'ouverture. Soit sur le mode Private, et dans ce cas, ça vous met au début du fichier, vous allez recommencer à écrire en début de fichier. Soit vous avez le mode Append, et ça vous permet d'écrire en fin de fichier. Enfin, à la suite de ce qui a déjà écrit, de ce qui a déjà été écrit. Voilà. Sur Android, pour parser des fichiers XML, vous avez les API DOM et Sax. Autant dire qu'on a les outils minimum nécessaires, mais pas plus. Parce que moi, à force, en Java, on avait plein d'outils sympas, quoi. On avait Xstream, on avait Castor, on avait des trucs qui balançaient du XML, qui récupéraient, qui reconstruisaient le modèle objet. Ouais, ben là, vous avez Sax et DOM, et à la main. Ça marche super, hein. C'est pas ce que je veux dire, mais ça demande plus d'efforts que les habitudes qu'on a récupérées ces dernières années. Enfin, ça redemande qu'on... Bon, voilà. Et donc, pour ouvrir un tel type de fichier, ben, vous avez la méthode Open File en Input ou Open File en Output. D'accord? Et ça vous permet de définir si vous êtes en lecture ou en écriture. Et derrière, il vous suffit de passer le nom de votre fichier. Et ce sera suffisant. Et dans l'exemple là, ben, je vous ai mis comment parser avec DOM un fichier XML. Mais bon, de toute façon, les presses sont disponibles après, donc vous pouvez... c'est pas l'objet. Dans la persistance des données, donc là on a vu les bases de données, les content providers, les fichiers, et il y a un dernier objet qu'on ne connaît pas, c'est le shared preference. Ça c'est un super objet. C'est une HMAP qui va pouvoir persister même quand votre application est détruite. Donc grosso modo, le système vous permet d'avoir une HMAP que vous utilisez pour mettre des données typées. Hein. Et quand votre application est morte, c'est pas grave, votre HMAP est persistée quelque part, et quand votre application est relancée, vous allez récupérer votre HMAP pour pouvoir récupérer les données qui sont à l'intérieur. Et ça, c'est super à plein de points de vue. Donc, tout d'abord, comprenons comment on ouvre ces fichiers et comment ils trouvent. Si vous êtes dans une application et que vous avez besoin que d'un seul, donc on va les appeler, ces HMAP, je vais les appeler les shared preferences. Donc si vous avez besoin de votre shared preference par défaut, ben, c'est pas dur, vous faites preference manager, .get défaut shared preference, vous passez le contexte, donc si c'est l'activité, c'est this, enfin voilà. Et ça vous renvoie le shared preference associé à ce contexte-là, donc associé à votre application. Si vous voulez avoir dans vos services, content provider, activité, tout ça, accès à une même HMAP pour stocker des valeurs ou les mettre à jour, c'est ce qu'il faut faire. C'est l'outil à utiliser. La deuxième manière d'utiliser les shared preferences, c'est vous avez une application et par contre là vous avez besoin d'avoir plusieurs HMAP typées différentes pour stocker telle ou telle chose. Et donc là, vous allez donner un nom à votre shared preference et au lieu d'utiliser le preference manager, vous allez utiliser votre contexte et vous allez dire context.getSharedPreference et vous allez donner le nom de la shared preference que vous souhaitez récupérer et son mode. Donc dans ces deux cas, vous récupérez un objet shared preference. Comme je l'ai dit, c'est une HMAP typée. Donc pour récupérer des objets, vous avez du getBoolean, du getFloat, du getInt, du getLong, du getString. Et derrière, vous mettez la clé de la valeur que vous voulez récupérer. Et le paramètre encore à côté, c'est le paramètre par défaut. Si jamais votre clé n'est pas trouvée dans la HMAP, on vous renverra le paramètre que vous avez mis en second paramètre, le default value bool. Et ça, c'est super intéressant. Typiquement, l'exemple qui marche bien, c'est votre application, vous voulez savoir quand est-ce que c'est la première fois que l'utilisateur va la lancer. Pour ça, c'est pas compliqué. Vous créez un shared preference et vous faites getBoolean et la clé de votre boolean c'est initialized par exemple. Et à côté, le deuxième paramètre, vous mettez false. Comme ça, la première fois, il va faire get boolean
initialize, il n'y aura rien. Donc il ne va pas trouver la clé et il va vous renvoyer false. Et donc vous savez, vous, que c'est la première fois que l'utilisateur lance le programme sur son device. Du coup, vous allez pouvoir faire spécifiquement un traitement qui va correspondre au premier lancement de l'application. Et ça, la meilleure façon de faire, c'est d'utiliser les shared préférences. Enfin, la façon la plus simple et la plus jolie, quoi. Après, pour écrire dans des shared préférences, eh bien, vous allez utiliser l'objet editor. C'est une classe interne de shared préférences, donc shared préférence.editor, editor, et puis pref, donc la pref, c'est la shared préférence que vous avez récupérée, .edit. Derrière, vous allez faire du put de boolean, put de float, put int, put long, put string. Vous mettez votre clé et la valeur que vous voulez rentrer dans votre hmap. Et surtout, à la fin, vous allez faire le editor.commit, sinon ça ne persistera pas. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un outil qui est super, quoi. Il est simple à utiliser et dans un grand nombre de cas, il vous sauve la vie, quoi. Enfin, il vous sauve de partir sur des algos complètement fous, où vous allez écrire dans des fichiers, puis les relire et faire des classes machin. Non, super. Voilà. Maintenant, on va voir un peu comment communiquer avec le système. Alors, communiquer avec le système, j'ai pris deux exemples. Pour le net, avec le WebView, et après, comment récupérer des données d'un service REST. Après, l'autre exemple, c'est l'utilisation des capteurs. Et après, je vous ai listé, grosso modo, une bonne liste de tous les éléments du système avec qui vous pouvez communiquer. Alors, le WebView. Parfois, on a envie de pouvoir afficher du code HTML, soit qu'on l'a récupéré sur Internet, soit notre propre code HTML. Par exemple, on est super bon en HTML, très mauvais en Android. On aimerait pouvoir faire une activité qui s'appuie que sur du HTML. C'est possible. Donc là, l'objet graphique que je vais vous présenter, c'est le WebView. Le WebView, c'est un objet graphique, donc je l'ai vraiment défini dans un layout. Et puis, dans ce layout, j'ai collé un objet WebView, à qui j'ai donné un identifiant, et puis après, je lui ai dit comment il remplissait l'espace. Alors, derrière, je ne sais plus si... raté. Alors, derrière, dans votre code Java, vous avez dans votre méthode onCreate, vous allez vouloir récupérer votre WebView, c'est votre browser, c'est celui qui va afficher le code HTML que vous voulez afficher. Donc vous avez le choix, soit vous faites votre setContentView pour construire votre IHM, vous récupérez votre browser en appelant la méthode findViewById, et derrière vous allez faire browser.loadURL. Mais vous pouvez très bien passer une URL internet, quoi, et vous pouvez aussi très bien passer un fichier. Bon, c'est pas par loadURL, mais vous pouvez passer vos propres fichiers de HTML. C'est là où je vous dis que si vous êtes vraiment mauvais en Java, vous pouvez essayer de faire vos applications Android en HTML. Mais moi, je suis vraiment mauvais en HTML. Je n'ai pas poussé le vice. Et derrière, en fait, ce browser, ça va vous afficher votre URL. Ça va vous l'afficher from scratch dans un carré, dans un rectangle où vous aurez votre URL. Derrière, vous pouvez mettre en place le JavaScript ou pas et permettre au JavaScript d'ouvrir une fenêtre ou pas. Et surtout, vous pouvez mettre en place toute la navigation, forward, backward, les favoris, tout ça, vous allez pouvoir le stocker. Si vous voulez construire les interfaces graphiques pour que l'utilisateur interagisse avec, vous, derrière, sur l'objet WebView, vous avez toutes les méthodes qui vous permettent de le faire. D'accord ? C'est juste que le composant graphique n'affiche pas ces composants-là. Il affiche uniquement le code HTML. Si vous, derrière, vous voulez mettre tout le pourtour pour faire le browser qui va bien, vous pouvez le faire. L'objet WebView a toutes les méthodes vous permettant de le faire, et donc il n'y a aucun problème dans son utilisation. Voilà. La deuxième chose, c'est un service web REST. Alors, un service web REST, c'est comment aller interroger un service web REST et puis récupérer ces données et reconstruire l'objet, le graphe d'objet qui est renvoyé. Pour ça, c'est pas compliqué, vous avez votre application. Dans votre application, vous avez sans doute un service de synchronisation plutôt que de l'attaquer directement de votre activité.
C'est pas, s'il tourne l'écran, pam, l'activité détruite, tout ça, le service reste. Donc voilà, donc vous avez défini un service, et dans votre service, vous avez mis une tâche de traitement de fond, une thread de background, qui va être là juste pour interroger le web service, récupérer le flux XML renvoyé, reconstruire le modèle objet associé, et faire quelque chose de ce modèle objet associé. Typiquement, il peut le passer à une activité qui, elle, va l'utiliser pour l'afficher à l'utilisateur. Ou il peut très bien aller le stocker en base de données. Alors, ça peut être aussi un pattern. Alors, l'utilisation d'un service REST. Donc pour ça, c'est vraiment trop facile. Parce que des fois, on se dit, oh, on va chier, tout. Et non. Donc là, vous définissez un client HTTP client. Donc vous allez l'appeler client, et vous faites new défaut HTTP client. Jusque-là, rien de magique, tout va bien. Derrière, vous allez définir un HTTP GET, parce que aller récupérer un truc sur un service REST, faire du GET. Donc vous faites un new HTTP GET, et puis vous passez l'URL que vous allez vouloir interroger. Jusque-là, pareil, trivial. Vous allez définir un response handler, parce qu'on sait très bien que c'est asynchrone, l'appel sur Internet et la récupération. Donc il y a un handler quelque part qui est encapsulé pour vous et qui va se charger de tout ce traitement et du callback vers votre méthode. Et derrière, vous faites response body, donc ça c'est votre string, c'est la chaîne de caractères que vous voulez récupérer, client.execute, get méthode et response handler. Et là, ça envoie la demande sur Internet, et quand elle revient, et que vous avez votre flux XML qui est complet, votre response body sera à jour, quoi. Et là, vous n'avez plus qu'à utiliser votre response body pour reconstruire votre modèle objet. Alors pour l'exemple, c'est le flux renvoyé par le forecast de Google à droite là. Donc voilà, vous vous retrouvez avec un fichier XML qu'il va falloir parser avec DOM ou SAX à votre convenance. Ça dépend de la taille du fichier. S'il est trop gros, il vaut mieux le parser séquentiellement plutôt que le monter en mémoire d'un coup. C'est à vous de voir. Ensuite, passons aux capteurs. Alors les capteurs, personnellement, moi, quand j'ai vu qu'on pouvait communiquer avec des capteurs et qu'on avait des capteurs sur nos smartphones Android, moi j'étais fou de joie. Depuis que depuis que j'ai 12 ans, quoi, c'est un truc dont je rêve. Donc voilà. Donc les capteurs, pour l'instant, qui sont là et sur lesquels vous pouvez parler, c'est l'accéléromètre qui en fait va vous renvoyer le champ de force appliqué à votre device. Le champ de force, c'est des mètres par seconde au carré. Enfin, c'est quand même... vous sortez votre smartphone et vous reconnaissez les Jedi direct. Ok, je sors. Après, vous avez le gyroscope. C'est pareil, ça vous permet de connaître le champ de rotation appliqué à votre smartphone. Donc, c'est des radians par seconde au carré, je crois. Je sais pas... Il faudrait que je relise, j'ai oublié. Après, vous avez le luxmètre qui va vous permettre de connaître la lumière qui est appliquée sur votre smartphone. Donc ça, c'est du luxe, et ça, sans E, et ça vous renvoie à l'intensité lumineuse, quoi. Ça, c'est très bien pour... voilà. Vous avez aussi le champ magnétique qui va vous indiquer le nord, et qui va aussi vous permettre de voir si vous êtes sous des lignes à haute tension, tout ça. Vous avez la boussole, qui, elle, vous indique parfaitement le nord. Le champ magnétique et la boussole sont corrélés, mais vous pouvez utiliser vraiment l'un ou l'autre, quoi. Après, vous avez le baromètre. Après, vous avez le lecteur de proximité, qui est un instrument étrange qui dit 0 ou 1. C'est-à-dire, soit il y a contact avec un humain, de la peau, ou je sais pas. Je n'ai pas encore compris comment ça marchait. Et dans ce cas, il vous dira contact. Et soit il n'y a pas contact, et dans ce cas, il vous dira 1 mètre, 5 mètres, enfin ça dépend du constructeur, il vous renvoie une valeur non nulle. Et enfin, vous avez le thermomètre. Alors du coup, quand on voit tous ces capteurs, on se dit ça va être l'enfer d'arriver à communiquer avec chacun d'entre eux. Enfin, il va falloir que je connaisse l'API pour l'accéléromètre, l'API pour le gyroscope, l'API pour le luxmètre. C'est bon, j'arrête, les capteurs, c'est nul. Non. Chacun de ces capteurs, effectivement, envoie des informations spécifiques, mais le système est bien fait et tout est encapsulé. Et quel que soit le capteur que vous allez vouloir utiliser, vous utiliserez la même méthode. C'est juste les valeurs que vous allez récupérer qui différeront. Et ça, c'est vraiment magique. Donc, pour gérer les capteurs, vous allez utiliser le Sensor Manager.
et puis l'objet sensor qui sera votre capteur en lui-même. Et vous n'avez pas de permission à demander. Donc pareil, sur développer.com, vous avez un gros article là-dessus. Et dans l'exemple, alors, sur l'exemple, on déclare le sensor manager en haut, et donc c'est lui qui gère les capteurs, et le sensor, c'est le capteur que vous allez vouloir utiliser. Dans votre méthode onCreate, de votre activité ou de ce que vous voulez, de votre activité, prenons l'exemple, vous instanciez votre sensor manager en faisant getSystemService et puis vous lui donnez le nom de sensor service. C'est une constante de votre activité. Donc ça veut dire que je vais récupérer le service qui gère les capteurs et c'est bien mon sensor manager que ça vous renvoie. Derrière, vous allez utiliser votre sensor manager pour récupérer le capteur qui vous intéresse. Donc là, getDefaultSensor et puis j'ai dit que c'était le sensor de type accéléromètre. Vous pouvez spécifier vraiment le sensor que vous voulez. Il y a des capteurs, vous allez pouvoir spécifier en fonction de l'accuracy. Alors l'accuracy, c'est la précision du capteur, ou savoir si... vous allez pouvoir définir des choses et récupérer le capteur qui vous intéresse le plus. Mais le getDefault, normalement, c'est celui qu'il faut utiliser parce que si jamais vous essayez de choper un capteur super perfectionné qui n'existe pas sur l'appareil sur lequel vous êtes en train de faire exécuter votre code, vous allez être malin. Donc le getDefault gère tout ça pour vous. Une fois que vous avez fait ça, dans votre méthode onResume, vous allez vous enregistrer en tant que personne qui écoute les changements au niveau du capteur. Le capteur a détecté un changement, il vous l'enverra. Pour ça, vous lui définissez une fréquence, si vous voulez qu'il soit à fond ou pas. C'est-à-dire que si vous voulez que le capteur se réveille toutes les millisecondes ou les nanosecondes pour vous mettre à jour, ou si vous voulez qu'il soit plus cool et qu'il se réveille de manière à mettre à jour une IHM. Ça c'est important parce que les capteurs c'est énergivore. Donc si vous voulez avoir écouté tous les capteurs de l'appareil et puis à la vitesse maximale, vous allez vous apercevoir que les utilisateurs vont avoir vite les boules parce que ça va vider leur smartphone à vitesse grand V. Et ça, c'est vraiment une des premières choses qu'on ne veut pas, quoi. On ne veut pas qu'une application en 5 minutes vide le smartphone. Donc, il faut arriver à trouver le juste milieu entre j'ai envie d'être toujours le plus au courant de ce qui se passe et je vide la batterie. Donc souvent, si vous êtes en train de mettre à jour une IHM, c'est UI qu'il vous faut comme délai. Voilà. Une fois que vous êtes enregistré, donc qu'est-ce que j'ai fait? Dans le register listener, j'ai dit this, donc moi, parce que moi, mon activité, elle a implémenté le sensor event listener. D'accord? Donc je dis que j'enregistre moi en tant que sensor event listener comme écouteur du sensor accéléromètre et que je veux un délai graphique, pour mise à jour graphique. Une fois que j'ai ça, je suis en train d'écouter. Donc dans ma méthode onPause, je vais arrêter d'écouter parce que sinon le capteur ne sera pas au courant que plus personne l'écoute et il sera toujours en train d'essayer de faire ces mises à jour et de vous envoyer le résultat. Une fois que vous avez fait ça, vous avez les méthodes à implémenter du sensor event listener. Alors la première méthode, c'est onAccuracyChange. Alors ça, c'est par exemple, vous êtes là et puis d'un seul coup, il y a votre capteur qui a changé de précision. C'est-à-dire, il y a un mec qui est arrivé, vous êtes aperçu de rien, il a ouvert votre smartphone, il a changé le capteur et puis il est reparti. Et bon, vous pouvez implémenter quelque chose sur cette méthode. J'ai pas su quoi, moi. Je ne sais pas quoi implémenter si d'un seul coup, le capteur se met à changer sa précision. Je crois que je fais rien d'ailleurs. Et la méthode qui nous intéresse vraiment, c'est le onSensorChange, qui est appelé et à qui on passe à un sensor event. C'est la méthode dans laquelle vous allez vraiment récupérer les valeurs de vos capteurs. Donc c'est toujours un tableau, le event. Et là, je suis en train d'écouter l'accéléromètre, c'est un vecteur, donc à 3 dimensions. Et donc je récupère la première valeur, c'est les X, la deuxième valeur, c'est les Y, la troisième valeur, c'est les Z. C'est un peu galvaudé parce que ça dépend de la position de l'appareil. Donc derrière, vous avez la possibilité de repositionner les choses qui vont bien en fonction de comment est votre appareil. Puis, de toute façon, il y a aussi
c'est X, Y et Z sur la surface. C'est ça le référentiel utilisé pour tous les capteurs. Donc voilà, donc là je récupère mon capteur. J'aurais voulu le luxmètre qui n'a qu'une seule valeur, je récupérais le paramètre 0. Et là on s'aperçoit quand même que quel que soit le capteur, en fait, la façon d'aller communiquer avec le capteur et d'être mis à jour par les changements de valeur du capteur sera toujours la même. C'est juste vous le traitement derrière qui sera différent. Remarquez aussi que je vérifie bien que l'événement que j'ai récupéré correspond à l'événement de l'accéléromètre. Si j'écoute plusieurs capteurs, c'est pas mal de pouvoir faire le tri, quoi. What else? Alors, il faut savoir que sur Android, de manière native et très facile, un peu comme le WebView, vous pouvez utiliser le MapView et les maps activités. Ça va vous permettre d'afficher une carte comme la carte Google Maps, quoi, la même, et sur laquelle vous allez pouvoir greffer une activité. Donc vous allez pouvoir mettre des calques devant cette carte pour afficher d'autres informations. Ou vous allez pouvoir juste afficher la carte dans une de vos activités. Vraiment, vous pouvez... Et c'est aussi trivial que utiliser le WebView. À part qu'il faut s'enregistrer en tant que développeur avec ses clés de signature d'application auprès de Google pour qu'il nous renvoie une clé qui nous permette d'utiliser le composant MapView. Mais à part ça, c'est super facile. Après, vous pouvez aussi utiliser la géolocalisation et le GPS qui vont vous permettre de récupérer la position de l'utilisateur. Ça, de manière quasiment, en 2 lignes de code, vous pouvez récupérer ça. Vous pouvez aussi vous brancher sur les appels téléphoniques. Soit être au courant de la réception d'un appel téléphonique, soit lancer un appel téléphonique. Assez facilement. Vous n'allez pas prendre en charge la couche communication, transfert de tout ça, c'est un peu dur, mais par contre, être capable de lancer un appel téléphonique ou de savoir qu'un appel téléphonique est en cours, ça c'est vraiment possible facilement. Pareil pour les SMS, vous allez pouvoir savoir quand est-ce qu'un SMS est arrivé, le lire, pouvoir envoyer des SMS. Vous avez une très bonne connexion avec tout ce qui est fichiers multimédia, que ce soit les images, le son ou les films. Vous pouvez facilement construire des applications Android qui utilisent ces médias-là, sans vraiment avoir de grandes difficultés. Vous pouvez aussi utiliser l'appareil photo ou la caméra. Pareil, en quelques lignes de code, vous pouvez enregistrer une vidéo ou prendre une capture d'image. Ça se fait de manière très naturelle. C'est un peu le même pattern que le Sensor Manager, sauf que là, c'est le manager de... J'ai oublié son nom. Enfin, de caméra, quoi. Après, vous pouvez mettre en place le Bluetooth de manière très facile entre 2 appareils. Vous pouvez faire des applications qui communiquent en Bluetooth facilement. Vous pouvez faire inspecter le réseau Wi-Fi qui est autour de vous et demander à chaque borne Wi-Fi les informations publiques qu'elle a. Vous pouvez attaquer les autres réseaux, GSM, GPRS. Vous pouvez mettre en place du NFC sur certains appareils à partir de Icecream. Et il y a encore d'autres possibilités que je n'ai pas listées. Typiquement l'USB qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Enfin, ça, c'est les trucs qui sont là depuis au moins la version 2.3.3, avec au moins 65% des portables, du parc des portables possèdent ces trucs. Voilà. Alors maintenant, on va s'attaquer autour du projet. Alors autour du projet, on va s'attaquer à signer, déployer son application, la stratégie de test et quelques pistes pour réaliser cette stratégie de test. Enfin, c'est plus que des pistes, c'est quelques bonnes pratiques. Donc signer son application. Au moyen d'Eclipse, c'est super facile. Vous faites clic droit sur votre projet, vous cherchez Android Tool, vous faites exporter Signed Application Package et là, poum, miracle, ça vous sort une application signée, prête à être déployée sur le store ou envoyée à des amis, tout ça. Donc quand vous faites ça, il y a une première fenêtre qui apparaît, c'est la fenêtre qui va vérifier si votre projet marche. Donc s'il n'y a pas d'erreur, on vous dit il n'y a pas d'erreur, cliquez sur Next. La seconde, c'est on vous demande où se trouve votre key store. Alors le key store, c'est un truc super important. Moi, je n'étais pas super sensibilisé au key store. Avec mes applications web, mes déploiements J2E, tout ça, il devait y avoir un mec qui s'en occupait, mais je ne suis même pas sûr.
Et en fait, le key store, c'est là où vous allez stocker vos certificats pour signer vos applications. Donc jusque-là, on se dit, bon, on signe une application, c'est très bien. Là où c'est crucial, c'est que en fait, celui qui signe cette application dit, cette application, c'est la mienne parce que c'est moi qui la signe avec cette clé-là. Je fais une V2 de mon application, je vais la signer avec la même clé. Si je ne la signe pas avec la même clé, personne ne va me croire que c'est la V2. Donc il me faut conserver de manière vraiment permanente et dans le temps ma clé de signature pour pouvoir augmenter les versions de mes applications. Sinon, personne ne va me croire et donc je ne pourrai pas mettre à jour mon application existante sur ma V2 de manière automatique. Première chose. La deuxième chose, c'est si quelqu'un vous l'applique. On vous pique votre clé de signature. Mais là, il va arriver, il va prendre votre application, il fait du refactoring, il rajoute un malware, il compile, il signe avec votre clé, il dit « Eh les gars, c'est la V2 », et bien là, l'ensemble de la planète va dire « Ah ouais, c'est la V2, je télécharge ». Et ils auront raison. Donc ça veut dire que c'est un key store, c'est un endroit sécurisé, que personne ne peut vous voler, mais en même temps qui est ultra persistant, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous permettre de le perdre. Donc c'est vraiment un objet, c'est un fichier, donc l'extension c'est JKS pour Java Key Store. Et ce fichier-là, il faut vraiment que vous le conserviez précieusement et à l'abri de toute personne susceptible de vous le shipper, quoi. Donc voilà, donc ça c'est la deuxième fenêtre qui vous dit où est-ce qu'est ce précieux fichier. La troisième fenêtre, elle va vous dire quelle est la clé de signature que vous allez utiliser. Parce que le Key Store, c'est un magasin de clés, donc en fait il y en a plein dedans. Donc là, vous allez choisir votre clé de signature pour signer spécifiquement votre application. Si vous n'en avez pas, vous allez la créer. Et donc pour la créer, vous allez mettre un alias, un password. Vous allez confirmer votre password. Et après, vous allez mettre une validity. Alors la validity, c'est la validité. Alors par défaut, Android, on vous dit mettez 25 ans. Parce que je pense que les mecs de Google, ils se disent, si les mecs ils mettent 10 jours et que tous les 10 jours, on a un ensemble de mails qui nous arrivent, ah mais comment je fais, j'ai signé ma clé, mais elle est périmée, gna, gna, gna. Donc bon, Google vous dit 25 ans. Et moi, je signe avec un siècle, parce que de toute façon, tout le monde s'en fout, et qu'un siècle, ça fait classe, et puis comme ça, je léguerai un rêve un peu à mes gamins après. Voilà. Donc moi un siècle, c'est pas mal. Bon, après, on va vous demander votre nom et prénom, l'unité, le service qui a développé l'application, après le nom de l'organisation, donc l'entreprise. Après, on va vous demander votre ville, votre État, dans le sens où vous êtes dans un pays où il y a plusieurs États. Donc aux États-Unis, par exemple, on vous demandera si vous êtes d'Ohio. Et sinon, votre région ou votre département. Et après, on vous demandera votre code country, c'est le code qu'on trouve dans les locales. C'est FR pour France, US pour US, UK pour Angleterre, enfin, ES pour Espagne, c'est nos locales. Et une fois que vous avez ça, ben, c'est fini. La dernière fenêtre vous demande où enregistrer ce fichier. Et une fois que vous l'avez enregistré, ben, vous pouvez c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on fait run as avec l'émulateur? Parce qu'on a bien vu que de toute façon, si votre application n'est pas signée, elle ne sera pas acceptée. Mais elle ne sera pas acceptée ni sur un device réel, ni sur un device virtuel. Donc pour l'émulateur, ce qui se passe, c'est que par défaut, le SDK compile et signe votre application en utilisant le debug key store qui se trouve dans le répertoire user. Alors ça dépend où est-ce qu'il est. Enfin, il y a toujours un répertoire user dans vos ordi. Si vous êtes sur Linux, Mac ou Windows, il y a des endroits différents, mais il y a un user. / Android / et là vous avez un debug key store. Donc des fois vos applications commencent à planter quand vous les mettez sur votre émulateur et vous ne savez pas trop pourquoi et vous avez un message d'erreur bizarre du type ouais, il y a déjà l'application installée, mais bon, vous dégagez votre debug key store et tout se re-signera bien comme il faut. Voilà, donc pourquoi le debug key store? Parce que des fois il y a aussi des API qui vont vous demander de vous enregistrer votre clé de signature quelque part sur un site pour vous donner un numéro que vous allez enregistrer sur vos composants graphiques. Okay, une clé pour l'utilisation de vos composants graphiques sous prétexte que vous serez enregistré avec votre clé de signature. Donc là, vous avez deux clés, la clé de debug et la clé de prod. Okay, donc il faut enregistrer les deux. Et quand vous êtes en debug, utilisez l'autorisation associée à votre clé de debug. Et quand vous êtes en prod, ne pas oublier de la changer avec votre autorisation associée avec votre clé de production. C'est exactement le cas du MapView.
Le MapView, il faut s'enregistrer avec les deux clés, sinon, soit vous êtes en train de faire le dev et ça ne marche pas sur l'émulateur, soit vous avez tout livré en prod et ça ne marche pas parce que vous avez signé avec votre clé de prod. Donc maintenant que vous avez déployé votre application, que vous avez signé votre application, il ne vous reste plus qu'à la déployer. Bon, pour ça, un fichier APK, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc vous pouvez l'envoyer par mail à vos copains, il pourra s'installer. Vous pouvez le déposer sur le Google Play, bon, c'est normal. Et vous pouvez aussi utiliser une servlette avec un serveur web sécurisé qui vous renvoie le fichier APK en flux de retour de votre requête. Ça permet de faire du déploiement d'entreprise où vous avez une servlette quelque part, vous rentrez user password, le résultat de la requête c'est un flux APK, ça s'installera directement sur votre appareil. Et après vous pouvez utiliser l'un des stores alternatifs, YAM, SlideMe, Apoc, il doit y en avoir d'autres. Il y a un article sur développer.com sur livrer son projet sur Google Play qui va vous expliquer beaucoup plus de choses. Parce que là, on n'a pas bien vu tout ce qui se passe. Mais il faut savoir que dans votre manifeste, vous allez définir énormément plus de choses pour cibler les appareils que vous voulez toucher. Ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a énormément de choses que vous pouvez rajouter dans vos manifestes pour être pertinent sur votre déploiement. Donc je pense que c'est une bonne idée d'aller voir ça. Alors la stratégie des tests, c'est quelque chose d'extrêmement important quand on fait du projet, quand on fait du développement sous Android, c'est de ne jamais sous-estimer sa stratégie de test et de toujours l'avoir en tête du démarrage du projet jusqu'à la fin. On ne se réveille pas un matin en se disant oh, je vais tester mon application pour toutes les devices et toutes les versions et demain c'est prêt. Sinon, ou alors on embauche 150 mecs et ils le font quoi. Mais je pense que si on n'a pas de méthodologie et si on n'a pas pensé à ça, pour 1 heure de dev, on a 2 heures de test. Enfin, ça peut être des chiffres comme ça, quoi, des quotas de ce type-là. Alors, l'objectif des tests, c'est quoi? C'est de vous permettre de vous assurer que votre code marche. Bon, déjà, ça c'est de prévenir la non-régression, ça c'est normal, et surtout de tester l'ensemble des appareils cibles, version du système, taille et densité des écrans. Qu'est-ce qui se passe si j'ai un composant physique, si j'ai besoin d'un composant physique qui n'est pas? Qu'est-ce qui se passe si je suis mieux avec un composant physique et qui n'est pas? Enfin voilà. Donc il faut tester l'ensemble des méthodes de vos classes, surtout le cycle de vie de vos applications, ça on n'est pas habitué, mais il faut tester le comportement de vos applications avec leur cycle de vie pour voir s'il n'y a pas de crash, s'il n'y a pas de crash au niveau des données aussi. Il faut vérifier votre capacité à répondre aux intents que votre application est censée supporter. C'est-à-dire, vous vous êtes dit, moi je suis un écouteur de réception de SMS, il faut le vérifier, quoi. Ensuite, il faut vérifier vos interfaces graphiques. Et après, il faut avoir une attention particulière pour les notions suivantes. Le changement de l'orientation de l'appareil qui arrive très régulièrement, ou le changement de configuration de votre appareil. Après, il faut aussi vérifier que l'arbre des caractéristiques que vous avez dit que vous supportiez, vous le supportiez bien. Après, il faut vérifier votre internationalisation, il faut vérifier la dépendance vers d'autres ressources. Vous dites, j'ai besoin du Wi-Fi, mais je pourrais m'en passer, mais quand il n'y est pas, qu'est-ce qui se passe? Quand il y est, qu'est-ce qui se passe? Le GPS, c'est pareil. Et puis après, il faut aussi vérifier, comme je vous ai dit, c'est la deuxième règle, c'est vérifier l'utilisation CPU, batterie et mémoire de votre application. Si vous voulez vraiment être propre jusqu'au bout, c'est vrai, c'est un coût, quoi, mais c'est quelque chose à vérifier. De voir comment se comporte votre application. Est-ce qu'elle prend d'un seul coup 90 mégas ou pas? Parce que ce serait dommage, 90 mégas. Et donc, si on réfléchit à tout ça, ça peut faire vraiment beaucoup d'environnements de test. Par exemple, j'ai 2 locales, 4 densités d'écran, 3 tailles d'écran, pour les versions du SDK les plus utilisées. Donc, je peux avoir 2 x 4 x 3 x 6, 144 configurations. Et je n'ai même pas parlé des tailles d'écran, là, j'ai parlé juste des densités. Donc, on peut vraiment être amené rapidement à avoir beaucoup de configurations, si on le fait en brut. Bon, pour résoudre cette problématique, d'abord, il faut découper ces tests pour avoir le moins de configurations possible. Donc, on fait d'un côté les tests d'IHM et de l'autre les tests core. Comme ça, on est sûr de ne pas avoir un facteur multiplicatif entre toutes ces configurations-là. Enfin, on en a un, mais il est moindre.
Après, on va utiliser des outils qui permettent de construire nos projets de manière automatique. Des outils qui permettent de définir les tests, et enfin des outils qui permettent de lancer la construction du projet, le passage des tests dans différents environnements et qui nous envoient un résultat. Pour ça, ces outils, on les connaît, c'est JUnit 3, c'est Maven et c'est Jenkins. Enfin, Maven, si quelqu'un d'autre a d'autres idées, mais pour l'instant, moi, c'est Maven, qui arrive bien sur Android. Et après, il faut savoir que le SDK d'Android fournit vraiment des outils pour faire du test qui sont très très bien faits, très très bien pensés. Vous avez la capacité de mettre en place un projet de test pour tout projet Android, qui ne sera là que pour tester votre projet principal. Donc voilà, la stratégie de test est à ne pas sous-estimer, et il faut réserver du temps pour la mettre en place. Donc les références et tutos de cette conf, donc j'ai utilisé mon site Android 2E, parce que j'ai utilisé mes bouquins pour vous faire cette presse, quoi. Après, j'ai aussi utilisé beaucoup les sites de référence Android. Donc, vous avez développeurandroid.com, android-développeur.blogspot, ça c'est pour leur blog. Et aussi, l'année dernière, les Google I.O. 2011, on attend les 2012. Et là, celle de 2011, vous avez toutes les conférences et tous les slides qui sont vraiment des trucs excellents, quoi. Si vous captez l'anglais et que vous aimez Android et que vous avez déjà un certain level, allez-y, c'est pour vous. Après, sur Android 2E, vous allez pouvoir trouver des tutoriels libres en téléchargement pour approfondir quelques-unes des notions présentées. Donc il y a les capteurs, les threads, les app widgets, les constructions dynamiques d'IHM, les services REST, la lecture d'un flux RSS, les fichiers POM pour maveniser votre machin, et comment préparer sa livraison sur Google Play. Et sur développer.com, vous avez aussi tout un tas d'articles qui peuvent vous aider à la compréhension d'une ou plusieurs des notions précédentes. Donc, merci pour votre attention. Merci à Devoxx France et puis bravo pour l'organisation. Ça fait plaisir. Alors, juste deux trucs. Donc, sur le store, moi je me suis entraîné à faire le Google Play jusqu'au bout. Donc, j'ai deux applications, c'est MyTorch et MyLight. Et après, pour ceux qui seront disponible en septembre, il y a la JCertif Afrique qui se tient à Brazzaville. Alors si vous êtes motivé pour être speaker ou si vous êtes motivé pour être sponsor, n'hésitez pas à venir me voir. Voilà. Des questions? Bon, c'est pas grave, hein. Ouais. Alors sur la partie test, pour tester spécifiquement les interfaces graphiques, je répète la question pour la vidéo. Alors deux choses, il y a déjà tout un tas de robots très bien faits par les SDK qui permettent vraiment de spécifier comment on va tester tel composant, de rentrer telle valeur dans un autre, d'aller cliquer sur tel bouton. Et ça s'appuie vraiment sur les composants en eux-mêmes, donc pas leur disposition dans l'écran, et ça c'est vraiment important. Et après, par contre, je n'ai pas d'outil automatique en tête qui lance par vagues successives les émulateurs sous les différentes configurations qu'on a définies pour prendre des copies d'écran pour vérifier si l'écran correspond vraiment à ce qu'on attendait. Et en même temps, il y a 12 écrans à définir. Donc ça, voilà, je pense qu'il faut au moins un mec qui soit là pour les tests pour lancer ces 12 écrans, quoi. Enfin, non, 16. C'est la matrice 4 DPI et large, small. C'est bon? Alors, pour les logs, j'en ai pas parlé. Donc, est-ce qu'il y a une API de gestion des logs? Ah oui, il y a une API de gestion des logs. Et même dans Eclipse, il y a un truc super. Ah merde, je ne l'ai pas lancé. Alors, peut-être... Donc, dans Eclipse, il y a un truc super, c'est la vue des DMS. Donc c'est Dalvig, debug, message, service ou un truc comme ça. Bon, ça vous permet en fait d'être branché à votre émulateur ou à votre device réel sur lequel vous exécutez votre programme et ça va vous permettre de...
Et ça va vous permettre d'aller voir la mémoire, les threads qui tournent, de prendre des copies d'écran, de voir le heap et d'avoir une vue des logs. La vue des logs, c'est log4. Ça s'appelle, et c'est une vue spécifique. Et effectivement, moi au début, je pense, quand j'ai commencé Android, je faisais des programmes et puis je me disais, mais comment on fait pour faire les logs? Et en fait, c'est prévu, c'est natif, sauf que ça ne s'affiche pas dans la console, ça va s'afficher dans la console log4. Et ça va vous permettre vraiment de redéfinir tous vos logs comme avant, avec un degré, exception, warning, debug, assert et verbose. Et derrière, en fonction du processus et du degré, vous verrez apparaître vos logs, vous pourrez les filtrer, ils auront des couleurs particulières ou pas. Bon, peut-être... D'autres questions? Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des contraintes sur les dépendances des librairies qu'on veut utiliser? Oui, et en fait, oui et non. Enfin, oui et oui. Disons que en Android, on dit tous que c'est basé sur du Java, mais en fait, c'est un Java épuré, c'est une Dalvik qui est basée sur un sous-ensemble des Java, des librairies Java natives qu'on connaît. Donc typiquement, si on veut utiliser une librairie, on peut l'importer, mais la dépendance de ces librairies vers potentiellement des librairies qui sont d'habitude système et ne seront pas là. Donc il faudra reconstruire l'arbre des dépendances des librairies de manière à s'assurer qu'elles soient toutes là, ce qui est quand même un sacré challenge. Et je pense qu'il y a les mecs d'Oxian qui vont nous expliquer comment ils ont fait ça pour lire des fichiers Word sur cette Devox. Non, enfin, je crois. Sur Google Play, on utilise tout le temps la même application, quel que soit le device, en fin de compte. Ce qui veut dire qu'on va télécharger toutes les images de toutes les résolutions, peu importe le device. Alors la question c'est sur Google Play, est-ce que il y a une application, elle est disponible quel que soit le device. Donc on va télécharger l'application avec l'ensemble des images pour tous les appareils, même si on est en low density, on aura toutes les définitions d'images. Alors la réponse à ça, c'est si le développeur n'a pas fait l'effort de splitter ses projets de manière à à être optimisé sur son application, oui. Il y aura une seule application, quelles que soient les caractéristiques de l'appareil. Mais après, il faut savoir que Google Play, au travers du manifeste, ce que je vous disais quand on prépare sa livraison, vous pouvez très bien définir le format de compression de vos textures OpenGL. Donc ça, c'est un coup. Et après, vous pouvez définir la taille de l'écran sur laquelle vous voulez spécifiquement que votre projet soit déployé, la densité, de manière à vraiment avoir des projets qui soient ciblés sur les appareils qui vont le télécharger. Tout ça au sein d'une même application. L'utilisateur ne verra pas qu'il est targeté, qu'il ne va pas charger la même APK que vous. Voilà. Enfin, on peut proposer tout un bundle d'APK qui seront téléchargés en fonction des caractéristiques de l'appareil qui les téléchargera. Oui. C'est l'heure? D'accord. Bon, pour les prochaines questions, elles se feront off.